Est-ce que quelqu'un a fait des bisous avant qu'on entre en ondes? Pourquoi est-ce qu'on fait moins l'amour? Hein? C'est ça la question qu'on voulait vous poser. Puis, subsidiaire, est-ce qu'on peut rester en couple sans avoir de relations sexuelles? Depuis des années, on parle des jeunes qui font moins de sexualité, puis ça, c'est prouvé. Ils font la sexualité. Ils en font moins. Ils font moins l'amour. OK, grand-maman Gertrude. Non, mais c'est vrai. Les 18-24, t'as-tu 18-24? Non, on n'a pas le choix de dire les jeunes. Je suis plus vieux que ça. Bon, même si j'ai 25 ans, bon, c'est quand même les jeunes 18-24. Mais bref, bon, les jeunes, c'est prouvé, il y a moins de relations sexuelles, mais on se rend compte aussi qu'au sein de la population en général, il y a de moins en moins de relations sexuelles. Bien, est-ce que ça se peut être en couple? Est-ce que tu penses que c'est viable? C'est une question qui se pose parce qu'il y en a qui restent en couple, mais est-ce que tu es en santé? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème dans ton couple? C'est une bonne question. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est intéressant pour moi parce que quand on aborde, tu sais, même quand on prépare un sujet comme celui-là, là, on l'aborde en ondes, c'est toujours un peu gênant, un peu tabou. Puis je me pose d'ailleurs la question, est-ce que c'est tabou dans le couple, tu sais, d'en parler même en privé, là, tu sais, une fois qu'on ferme les micros, là, puis qu'on est avec son partenaire, sa partenaire, est-ce qu'on est libre d'évoquer ce sujet-là comme un sujet de conversation, tu sais, comme la politique puis la météo, là, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, je trouvais que dans certaines relations, quand il y avait un problème, le gars était fermé à aller consulter un sexologue. Moi, je trouvais que quand je proposais la solution, le gars était toujours fermé. Si toi, ta blonde, t'arrivait avec cette solution-là, voudrais-tu comme travailler là-dessus avec un professionnel? C'est théorique et hypothétique, mais j'aurais pas d'objection, mais je pense que je ferais plus un lien entre, tu sais, il y a gars-fille, certainement, mais il y a peut-être aussi la dimension, tu sais, est-ce que tu serais prêt à aller voir un psychologue en général? Ben oui, là, moi, j'ai consulté pendant longtemps. Moi aussi, justement, tu sais, fait que je pense que c'est plus, si quelqu'un est dans une démarche qui est prêt à se faire aider dans la vie en général, sexologue, psychologue, whatever, coach de vie, tant qu'à ça. Mais j'ai l'impression que sexologue, il y a un tabou supplémentaire que la psychologie. J'ai l'impression. Peut-être. En tout cas, François Renaud, sexologue et psychothérapeute, est avec nous pour parler de tout ça. François Renaud, bonjour. Effectivement, on fait moins l'amour, dit-on, que jadis. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que vous le constatez dans votre pratique déjà? J'entends cette étude-là est comme elle ressort souvent. Là, c'est une étude qui est sortie il y a une ou deux années, puis elle revient régulièrement. Je pense que le mouvement, #MeToo ou #moi aussi, a fait quelque chose par rapport à ça. Dans les dernières années, dans les écoles, on a beaucoup parlé de consentement. Puis on a eu tendance à enlever en fait l'obligation de faire l'amour, comme c'était le cas dans bien des gens. Donc on commence à réfléchir à cette pression-là de devoir faire l'amour plusieurs fois par semaine. Fait que je pense que ça pourrait en partie expliquer pourquoi il y a une baisse à ce niveau-là. Moi, je vois dans les dernières années, les couples qui me consultent me le disent. Si mon partenaire n'a pas envie, j'ai pas le goût de le faire. Quand j'ai commencé il y a à peu près 16 ans, c'était assez fréquent que les partenaires, hommes comme femmes, pouvaient dire « je préfère avoir ça que rien du tout. Je préfère avoir du sexe qui est pas bon que pas en avoir du tout. » Mais de ne pas faire de sexualité dans un couple, est-ce que c'est viable à long terme? Tu pourrais probablement être très surpris la quantité de gens qui ne font pas l'amour. Il y en a plus qu'on pense, hein? Oui, beaucoup plus qu'on le pense, ou qui n'ont pas nécessairement du bon sexe. T'sais, on revient souvent sur la fréquence, là, mais pour moi, c'est pas la question à poser. C'est est-ce que c'est viable d'avoir un couple où on n'a pas une bonne sexualité ou des relations sexuelles satisfaisantes? La fréquence, tu peux en avoir un par mois, tu peux être super satisfait avec ta sexualité, être dans un couple absolument sain et heureux. Puis tu as des gens qui vont le faire 3 fois semaine, puis c'est pas les gens qui sont heureux dans leur sexualité ni dans leur couple. Vous avez parlé de l'augmentation, de la question du consentement, puis de cette relation mutuellement bénéfique, on va dire ça comme ça. Plusieurs avancent d'autres explications, puis j'aurais aimé ça peut-être vous entendre là-dessus. L'augmentation fulgurante, avec la montée de l'Internet, de l'accessibilité de la pornographie, par exemple, fait peut-être partie d'une baisse de libido chez certains individus. Puis là, Isabelle, tu me disais la chaleur, le temps passé dans le trafic. Oui, mais il y a beaucoup de choses, mais par rapport à la porno, c'est parce que Carrément puis Rémi Villemur ont fait quelque chose là-dessus la semaine passée, puis ça a beaucoup circulé, où c'était dit que dans la pornographie, ça pouvait aider la sexualité des femmes, mais nuire à la sexualité des hommes, parce que il y a même une baisse érectile associée à ça, la surconsommation de pornographie. C'est quand même surprenant.
Oui, j'ai pris le temps de lire là, cette étude-là. Il faut faire attention parce qu'elle nomme clairement qu'on ne peut pas, en fait, trouver de cause, parce que c'est une méta-analyse, en fait. Là. Donc, ça veut dire qu'on a pris plein d'études dans les dernières années, puis on a tiré quelques conclusions de ça. Puis la limite même, en fait, de l'étude, ça disait qu'on ne pouvait pas généraliser. La majorité des études, c'était des gens qui rapportaient par eux-mêmes, puis on ne pouvait pas nécessairement déterminer la cause. Fait qu'il faut faire attention des fois là, quand on regarde là, ces études-là. Il y a des études qui disent un peu le contraire de cette méta-analyse-là. Puis il faut faire attention c'est pas parce que des fois on va voir que la personne consomme de la pornographie, mais est-ce qu'on a vraiment été capable d'identifier que c'était la pornographie la cause? Il faut faire attention. C'est sûr que la pornographie a des impacts négatifs. Ouais. On a une jeune collègue là, plutôt qui nous disait qu'elle avait des amis là, dans la vingtaine qui faisaient des cures de désintox de la pornographie parce que ça leur causait ils ont de la difficulté avec leur érectile et autres. Avec leur érection. Est-ce que ça, vous constatez là, qu'on voit ça de plus en plus souvent? Je te dirais qu'on voit beaucoup de marketing par rapport à ça. C'est toute une industrie économique. Ah ouais? L'addiction en général, mais l'addiction à la pornographie, là, y a des applications payantes pour ça, il y a des programmes, tu peux trouver tout, tu peux faire plein d'argent là-dessus parce qu'on en parle vraiment beaucoup, on démonise vraiment beaucoup la pornographie. Fait que, oui, une certaine population qui regarde de la pornographie vont avoir soit des problèmes au niveau de la compulsion, vont avoir une certaine addiction par rapport à ça, ça va jouer sur leur désir, ça va jouer sur leur relation, mais ce n'est pas nécessairement la majorité des gens qui ont des impacts négatifs. C'est souvent des gens qui ont un certain profil, qui vont se retrouver avec certaines difficultés, mais ce n'est pas nécessairement la majorité des gens. C'est quoi le profil? Souvent, ça va être des gens qui, à la base, ont déjà des profils un peu d'addiction, qui vont avoir tendance justement à se surinvestir dans certaines choses. Moi, ce que je peux voir en clinique, c'est souvent des gens qui ont des niveaux d'anxiété élevés et c'est la manière qu'ils trouvent pour la gérer, leur anxiété ou leurs émotions. Comme bien des addictions, d'ailleurs, là, c'est rarement l'élément physique, là, par exemple, de la drogue ou de l'alcool. Il y a souvent un trauma en arrière de ça. Donc, quand on établit, en fait, quel est le profil, finalement, on réalise que le problème, c'est pas nécessairement la pornographie elle-même. C'est qu'il y a des gens qui ont tendance à créer des difficultés avec certains enjeux comme les jeux ou l'alcool, la drogue, etc. Francis parlait de troubles érectiles. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont aux prises avec ça, puis ça devient tabou, donc ils en parlent très peu, mais est-ce que ça, c'est un problème plus fréquent qu'on pense? Le trouble érectile, en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas nécessairement le problème le plus répandu, en fait, là. Chez les hommes, en fait, c'est l'éjaculation rapide. Les problèmes érectiles, c'en est définitivement un. On voit, par contre, de façon anecdotique là, ou clinique, là, je ne pourrais pas vous citer là, des études précises, que les jeunes ont de plus en plus de problèmes érectiles. Ah oui, pourquoi? Contrairement à auparavant où c'était davantage plus des personnes âgées, maintenant, les jeunes ont plus tendance à se présenter en clinique. Là encore, il faudrait regarder, est-ce que l'ouverture à la consultation des sexologues a aidé à ça, que les jeunes s'y permettent plus? Chose qu'on voit de plus en plus. Moi, j'ai des couples très jeunes qui viennent me consulter, tandis qu'avant, c'était plus des gens dans la quarantaine, mi-trentaine, cinquantaine qui consultaient. Il y a une forme de démocratisation, là, vous l'avez un peu mentionné tantôt. Il y a une certaine gêne à consulter des sexologues. Cette gêne-là est encore plus importante auparavant. Elle l'est moins aujourd'hui. Je pense que la pornographie joue pour ça. Avant, il y en avait de la pornographie. Ça fait des années que ça existe, la pornographie. Par contre, l'accessibilité facile sur son téléphone à n'importe quel moment. Avant, il fallait aller acheter un magazine, il fallait aller se cacher là, dans l'ordinateur qui était peut-être dans la cuisine ou dans la salle à manger devant tout le monde. C'était pas à toutes les heures que tu pouvais aller derrière les portes western d'un super club Vidéotron. Wow! C'est niché comme référence, mais j'apprécie, Isabelle. Mais Francis aussi. C'est maintenant, c'est accessible sur les téléphones. Les jeunes ont souvent un laptop, un portable. Ils vont dans leur chambre. Ils consomment beaucoup plus facilement. C'est certain que ça joue si l'éducation n'est pas bien faite par rapport à ça. Sur la messagerie, question, est-ce que l'anxiété joue sur l'érection ou l'envie de faire l'amour? Francis disait même le trafic puis la chaleur. Est-ce que tout ça, on le met dans le même panier?
Oui, ça peut jouer. Faut faire attention parce que souvent les gens arrivent avec des réponses à leurs problèmes qui sont peut-être un peu simplistes ou superficielles, où c'est facile de dire ah ouais, il fait trop chaud, ou ah c'est la pornographie, ou ah mon stress, ça fait en sorte que j'ai pas envie. Des fois, c'est le sexe est plus bon, puis je préfère blâmer des facteurs extérieurs à mon couple que de parler du fait que c'est pas facile entre nous, c'est routinier, c'est pas le fun, j'ai perdu la flamme, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le sexe est plus bon? Parce qu'à un moment donné, tu restes dans le couple, tu t'en vas. C'est quoi la solution quand ton sexe est plus bon puis que tu as essayé des affaires, mais ça marche pas? Ben, c'est d'en parler. Là, vous l'avez dit tantôt, des fois, les couples en parlent pas ensemble. Là. Des fois, ça peut prendre des années que même la conversation entre eux se fasse. Puis comme c'est pas du jour au lendemain, là, il y a certaines personnes qui ont des problèmes peut-être de santé ou suite à des grossesses, avoir des enfants, il y a vraiment comme une coupure flagrante. Mais c'est souvent sur des années que ça commence à s'estomper. Tu sais, c'est une relation sexuelle ici puis là qui est moins le fun, mais il y en a encore des bonnes, il y a des chicanes, etc. Fait qu'on commence à s'éloigner. Fait que c'est là que ça devient plus difficile de l'établir, de qu'est-ce qui a causé ça ou qu'est-ce qui le cause tout court. Moi, quand les gens se présentent en couple depuis depuis plusieurs années, là, moi, souvent, je le présente comme vous êtes exactement là où vous devriez être dans votre couple en ce moment. C'est normal de perdre du désir dans un couple à long terme, c'est même souhaitable. Parce que ça vous oblige à travailler sur certaines affaires de votre relation et de votre sexualité. Des choses que vous avez peut-être jamais osé parler, vous êtes limité dans votre degré d'intimité que vous êtes prêt à tolérer. Puis là, vous avez l'opportunité, vous êtes venu me consulter, vous avez commencé à avoir des discussions par rapport à ça, mais ça va permettre de sortir peut-être certaines vérités qu'on n'a pas osé parler depuis vraiment longtemps. Donc oui, l'anxiété, ça peut jouer, la chaleur, tout ça, mais ce sont rarement des facteurs centrales. Ce sont souvent des facteurs de maintien ou qui empirent une situation qui était déjà présente. Alors, est-ce que ça se fait, donc, de rester avec quelqu'un parce qu'il y en a plus qu'on pense, mais est-ce que c'est un couple qui est en santé si on n'a plus de rapport sexuel? Est-ce que ça fait partie ou c'est pas si important que ça? Je pense que ça peut être un contexte où ça peut être en santé. Si, par exemple, les gens ils ont discuté, ils sont d'accord que c'est peut-être quelque chose qu'ils ne veulent plus ensemble. Parfois, les gens vont voir peut-être là... vont ouvrir le couple, vont créer une entente de non-monogamie. Mais là où c'est problématique, c'est quand les gens n'en parlent pas ou se chicanent par rapport au sujet ou ont tendance à faire semblant que c'est pas vraiment là, on est comme insatisfait, ou on utilise des fois l'infidélité. Donc, pas la non-monogamie, mais l'infidélité pour répondre à ces besoins-là. Donc, c'est pas l'absence de sexualité, le problème, c'est le contexte dans lequel ils se retrouvent. Puis comme je disais tantôt, moi, la fréquence, c'est pas un critère pour moi de sain, pas sain, satisfait, pas satisfait. C'est est-ce que la qualité de la sexualité dans son ensemble, de comment on l'approche, on l'aborde, on l'utilise, est présente ou non. Il faut le faire partout et de manière inattendue, apparemment. C'est ce qu'un auditeur nous écrit. Drôle de conversation, drôle de sujet. En fait, drôle, pas drôle, mais... Non, mais c'est intéressant que tu nommes ton malaise. Qui attire des drôles de commentaires. Mais j'aime que tu exprimes ton malaise parce que c'est assez commun. Oui, où on parle de sexualité puis on est comme hippie. Mon malaise, le malaise, encore une fois, c'est drôle, les commentaires qu'on reçoit depuis tout à l'heure sont plus des blagues. C'est comme si c'était difficile d'attaquer cet enjeu-là sur le fond. Ouais, il y a quand même une vulnérabilité autour de ça. Mais merci quand même de continuer à nous écrire tous et toutes au 187 Cube Radio. Continuez à être en contact avec nous. François Renaud, sexologue et psychothérapeute, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce sujet important. À très bientôt.